j'ai été perturbée par la personne qui a parlé et il faudrait, enfin, je ne vais pas le demander une xème fois. Mais c'est important de faire ce travail. Donc, on peut le faire quand on se focalise sur son intériorité et qu'on n'est pas dans la complaisance. Ce qui a eu lieu, a eu lieu. Et une bonne manière de dépasser ce qui a eu lieu émotionnellement, d'abord, on peut aller se faire accompagner. Hein. Il y a des approches très fulgurantes, comme le MDR, par exemple, mais ce qu'on peut faire. Donc, le MDR, ça va couper le lien aux émotions. Mais le souvenir existe toujours. Les événements ont eu lieu, donc on s'en souvient. Mais ce qu'on peut faire pour se pacifier par rapport à des événements pas sympas qui ont eu lieu, c'est se mettre dans les chaussures de la personne avec qui ça s'est mal passé. Parce que la majorité des gens ne font pas du tort délibérément. C'est pas voulu. Et donc, si on se met dans leurs chaussures, ben, on comprend et on peut accepter. Accepter, ce n'est pas pardonner, mais c'est comprendre tout ce qu'il y a eu dans la situation qui a amené la personne à se comporter comme ça. En tout cas, apprendre à s'aimer, c'est quelque chose d'important parce que quand on s'aime, on se connaît. On connaît ses limites et on sait identifier quand c'est trop. Et du coup, quand on sait quand c'est trop, quand on le sait pour soi-même, quand c'est trop, on peut dire aux autres, stop, on s'arrête là, tu es en train de toucher mes limites. Et donc, ça permet de refuser certaines situations, ça permet de ne pas s'imposer certaines situations. Donc, encore une fois, faire des concessions par courtoisie, une fois, c'est OK. Mais il y a des situations que certaines personnes s'imposent. J'ai déjà vu des situations tellement délirantes. Continuer à côtoyer un parent tyrannique qui vous maltraite, qui est méprisant, etc. Il faut arriver à se connaître suffisamment pour connaître ses limites et pour éviter des souffrances qui peuvent être indéfinies au bout du compte si on ne pose pas ses limites. Et donc, quand on se connaît, on peut poser des limites, on peut dire ce qu'on a à dire, on va oser faire et dire, refuser, par exemple, ce qui se fait d'habitude dans la famille. Il y a des pratiques traditionnelles dans les familles, ben on peut dire non, je ne m'identifie pas avec ça, je n'en veux pas, je ne le ferai pas. Au sein de sa famille actuelle, on peut dire, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, je suis fatiguée. Je n'en peux plus, j'ai besoin de repos. Qu'est-ce que vous proposez? On peut parler, on peut oser dire non. Mais aussi, si on se connaît, on s'aime et on n'est plus dans un trip d'ego à se demander ce que les autres vont penser de nous, etc. Et on est plus enclin à s'excuser plus facilement. Si on se rend compte qu'on a fait une gaffe, ben, j'ai fait une gaffe, je viens te le dire, je te prie de m'excuser. Si on s'aime, ce n'est pas difficile du tout de s'excuser. Et ça fait beaucoup de bien à l'autre et à la relation de façon générale. Donc, on va dialoguer si on s'aime, on va écouter aussi facilement, on ne va pas avoir besoin d'imposer son point de vue, etc., etc. Donc, il y a beaucoup de bénéfices parce qu'on va être dans des relations beaucoup plus fluides, où il ne va pas y avoir ces jeux d'ego, où il ne va pas y avoir ce besoin d'imposer son point de vue, etc. Et donc, les discussions franches sont possibles. Et du coup, de ce fait-là, on est dans quelque chose de beaucoup plus fluide dans son rapport à soi, dans la relation, et on n'a pas besoin des exutoires auxquels beaucoup de gens recourent pour se consoler, en fait. Donc, à quoi est-ce qu'on va recourir pour se consoler? Je vais vous consulter, tiens. À quoi est-ce que vous, ou de personnes que vous observez, si vous ne voulez pas vous mouiller, le MDR est un outil incroyablement efficace. Yes. Qu'est-ce que tu veux? Ah, ouais. Ah, ok. Le bounty.
La nourriture, l'alimentation. Ouais, là, oui, la boulimie. Deux participants ont levé la main. Acheter, voilà, les achats, les compulsions. Faut que je vois Evelyne. 3 nouveaux messages. Le chocolat, moi aussi la nourriture. Le sucre, pour être plus précise. Ouais, ouais, ouais. Evelyne Favnek, tu veux dire quelque chose? Anne-Laure? J'en profite pour regarder qui a son micro ouvert, mais non. Ok, c'est moi. Le sport, oh, mais ça, c'est beaucoup plus sain, le sport. Dormir, pourquoi pas. Moi, j'aime bien dormir aussi, mais oh, les réseaux sociaux, ah, une addiction. Le tabac, l'alcool, ah, ça, c'était intéressant. Donc, allez, j'ai bien fait d'attendre un peu les réponses. Donc, parmi les compulsions, ben, les amis alors, les réseaux sociaux. Yeah! Donc, je vous montre un bouquin. Dites-moi que vous voyez. Dites-moi oui, je vois le titre, le bouquin. Ok. Ce bouquin s'intitule Chaque dépression a un sens. Il est publié chez Actes Sud et le nom de l'auteur c'est Johan Hari. Voilà. Et Johan Hari, il a travaillé justement sur la question de ce vide émotionnel dans lequel beaucoup d'entre nous se trouvent et qui est cause de dépression et de stress. Et il a découvert qu'il y avait 9 causes à la dépression et à l'anxiété, dont le manque de lien, le manque d'amour, et dont aussi, je ne vais pas énormément en parler ce soir, mais dont le manque de rapport, le manque de connexion à la nature. La nature a beaucoup d'importance pour nous restaurer et pour nous équilibrer. Et donc, oui, consommer ou posséder ou consommer donc les addictions quelles qu'elles soient, hein, donc on vient d'évoquer ici. Donc, Johan Hari, il dit que, notamment, que les addictions, en fait, sont liées au manque de lien et au manque de lien en général. Et dans ce bouquin-ci, il examine tous les liens dont on manque et qui font qu'on sombre dans les addictions. Mais donc, on fait bien ici de mentionner effectivement les réseaux sociaux, donc l'alcool, le tabac, mais les réseaux sociaux aussi, le smartphone, et puis les plus classiques, les beaucoup plus banals, la consommation de nourriture, le sucre, le chocolat et les achats. Il n'y a qu'une personne qui a évoqué les achats parmi vous. Et on va recourir à ça pour se consoler. Donc, pour beaucoup de gens, posséder des biens, quels qu'ils soient, c'est une manière de dire aux autres regardez combien je suis estimable. C'est le cas avec les vêtements. On constate ça très très fort avec les vêtements. Les vêtements de marque, on a ça très fort chez les jeunes. Hein. Les chaussures de marque, les vêtements qu'ils portent. Enfin, vous savez de quoi je parle, hein, c'est pas la peine d'épiloguer. Et il en parle justement dans ce livre-là, le livre de Johan Hari. Il en parle. Il dit qu'en Angleterre, des sociologues ont interrogé des adolescents de familles peu aisées qui endettaient leurs parents en raison du fait qu'ils surconsommaient, qu'ils achetaient des produits de marque que leurs parents n'étaient pas en mesure, objectivement, d'acheter. Et donc, les sociologues ont interrogé les jeunes, ces adolescents-là, donc, pour comprendre pourquoi ils avaient un tel besoin de consommer et d'acheter. Et ça leur a permis de comprendre que ces comportements traduisaient une recherche de validation au sein de leur groupe social. Et du coup, les sociologues leur ont proposé de s'engager
dans des activités qui leur permettaient de se valoriser en rendant service à la communauté, à des aînés, etc. Donc de contribuer tout en participant à des groupes au sein desquels ils se sont fait des amis de tous âges et de toutes origines. Et ayant obtenu la reconnaissance qui leur manquait, dont ils avaient besoin, ils ont renoncé à leur compulsion. Donc c'est quelque chose de fort intéressant. Alors, donc quand on est, conclusion de cette petite partie-ci, quand on est dans la fluidité relationnelle, quand on est reconnu, c'est un grand besoin de la majorité des gens, quand on est reconnu, qu'on se sent utile, quand le sens vient dans notre vie parce qu'on interagit d'une façon constructive avec les autres, eh bien, notre réservoir d'amour se remplit. Ça, c'est fort important, parce qu'alors, on n'a pas besoin de se consoler en consommant. Vous avez vu la ressemblance entre les deux mots. Hein. Et donc, au bout du compte, aimer et aider, c'est économique. C'est QFD. Je vous avais promis que je vous ferais faire des économies, hein, les filles. Alors, je veux insister aussi sur le fait que nous sommes aimables tels que nous sommes, que nous ne devons rien faire pour être aimés, en fait. La société de consommation s'adresse spécialement aux femmes et aux jeunes pour nous convaincre que nous sommes toujours perfectibles et qu'il y a toujours quelque chose à corriger. Et ça, c'est très malheureux. L'idée qui accompagne celle-là, c'est qu'on nous aimera plus, peut-être, et mieux, et que nous serons plus heureux si nous nous améliorons. Et c'est un mythe. Et Johanna Reed appelle ça des mythes en toc. Ce sont des mensonges. Ce sont des mensonges faits pour nous faire acheter, pour nous faire consommer. Et quand on a consommé, on se rend compte que ça ne nous rend pas plus heureuses. C'est pas là qu'est le bonheur. Et pour preuve de ça, c'est qu'on voit des personnes au physique hors normes qui sont entourées et que le fait de posséder, d'être riche notamment, ça ne rend pas nécessairement la vie plus heureuse. Là, je ne fais pas de digression. Parce qu'au bout du compte, l'essentiel, comme je l'ai dit précédemment, c'est l'amour qu'on se porte à soi qui va induire chez les autres, qui va inspirer chez les autres un amour en miroir de l'amour que nous nous portons. Les autres nous aiment comme nous nous aimons. D'où l'importance d'apprendre à s'aimer. Alors, le 5e point que je voulais aborder, c'est l'idée que votre enfant, si vous êtes parent, si vous avez des enfants dans votre entourage, si vous êtes marraine, parrain, les enfants, ils ont besoin de votre disponibilité. Ils n'ont pas besoin de biens matériels, ils n'ont pas besoin que vous orchestriez des activités pour eux. En fait, vous avez certainement vécu des situations que je trouve moi déplorables quand j'y assiste, quand il y a une fête ou un anniversaire et que l'enfant est enseveli sous les cadeaux. Ça ne lui fait même pas plaisir et en plus ça le stresse, ça crée des stress. Et votre cadeau, en plus, il ne présente aucun intérêt pour l'enfant parce qu'il ne présente aucun caractère d'exception. C'est quand on est privé ou quand on est sevré que quelque chose est bienvenu et fait plaisir. Sinon, ça ne nous fait rien du tout, et surtout aux enfants. Et donc, la question principale, ce n'est pas... si vous me le demandez gentiment, j'ai écrit un joli un e-book que j'ai consacré à un cadeau, que j'ai intitulé « L'anti-guide des cadeaux », je crois. Et les questions à se poser, en tout cas, je vais vous les poser, là, j'arrête le partage ici et je vais vous poser les questions. Première question, j'attends des réponses de votre part. Pourquoi, si c'est votre cas, pourquoi offrez-vous des cadeaux achetés, ou des cadeaux achetés hein, aux enfants? Oui, la loi d'attraction. Pourquoi offrez-vous des cadeaux achetés aux enfants? Et je vais vous faire des suggestions. Pour vous faire plaisir, par obligation, pour vous dédouaner du fait que vous passez trop peu de temps avec eux. Ça, ce sont des réponses possibles qui m'ont déjà été faites. Pour faire plaisir.
Par manque de temps pour les faire moi-même. Pas le temps de les fabriquer, j'adore fabriquer. Peur qu'ils s'ennuient. Pour faire plaisir. Ils correspondent aux vœux des enfants. Pour lui faire plaisir. Ok. Donc parce que l'enfant demande et on offre pour lui faire plaisir pour la plupart d'entre vous. Et vous ne fabriquez pas des cadeaux parce qu'on a pour faire comme les autres. Il y a aussi des gens qui font des enfants pour faire comme les autres. Parce que ça se fait. Pour nourrir la connexion. Oui, c'est vrai. Mais j'avais précisé des cadeaux achetés. Pourquoi est-ce que vous offrez peur de ne pas les satisfaire? Peur de Nadia. Ça, c'est intéressant. Parce que je suis attentive à leurs désirs. Ok, ok. Alors, moi, ce que j'ai déjà, pour ne pas paraître radin, ça, je trouve, ça devient intéressant comme réponse. Peur d'être jugée mauvaise maman. Les copains ont les mêmes, c'est pour être pareil que tout le monde. On commence à cracher le morceau, les copines, ici. Donc, je vais les lire parce que ça défile. Peur qu'ils aient peur du rejet. Ouais. Pour marquer le moment comme spécial. Les copains ont les mêmes, c'est pour être pareil que tout le monde. Peur d'être jugée mauvaise maman, pour ne pas paraître radin, parce que je suis attentive à leurs désirs. Et puis les autres étaient gentille maman, mais je voulais, j'attendais des réponses un peu moins élégantes, pour ne pas passer pour une radine et pour faire comme les autres. Pour qu'ils se connectent aux autres, ça je ne comprends pas. Tu parles d'un iPhone, Carole. Merci pour les réponses. Pour répondre à leurs besoins de jeux variés. Eh bien, alors, je reviens au partage d'écran. Merci pour les réponses, les amis. Pour les jeux comme les activités extrascolaires, les enfants ont principalement besoin de connexion. Les enfants ont besoin de liens avec vous. Ils ont besoin de votre attention, de votre disponibilité. Donc, moi, j'ai déjà vu des situations, et vous en connaissez certainement des situations comme celle-là, où les enfants croulent sous beaucoup trop de jouets, et ça n'a pas de sens. Parce que ce qui va faire la différence, c'est que vous soyez là avec l'enfant et que vous jouiez avec l'enfant, que vous fassiez des choses avec l'enfant, que vous sortiez, que vous alliez marcher, que vous alliez au parc. Ils n'ont pas besoin qu'on leur trouve des occupations, ils ont besoin qu'on soit avec eux et qu'on assure une présence de qualité. Et donc, préparez des gâteaux avec eux, lisez ensemble. Et surtout, quand vous êtes avec eux, veillez à ne pas être distraite par la notification de votre smartphone. C'est super important parce que si vous faites ça, vous leur indiquez simplement que le smartphone ou la personne qui est derrière le smartphone est plus importante que l'enfant. Pourquoi agir maintenant? Eh bien, comme je vous le disais, et je vais la raccourcir parce que je vous l'ai dit au départ, de nombreux chiffres indiquent que les femmes jouent déjà un rôle majeur dans la transition. Mais elles ne le savent pas. Je vais maintenant vous dire pourquoi les femmes ne le savent pas. Parce que ici, dans la transition, on reproduit le schéma paternaliste. Ce sont les hommes qui ont pignon sur rue, ce sont les hommes qui prennent des initiatives, ce sont les hommes qui, majoritairement, il y aura toujours des exceptions, mais très, très, très majoritairement, ce sont les hommes qui créent les ateliers, qui mènent des initiatives, etc., qui écrivent des bouquins, qui écrivent des films, qui réalisent des films. Et les femmes viennent se mettre dans les boîtes que les hommes ont conçues. Et ce sont donc des hommes qui m'ont dit que leurs ateliers étaient fréquentés par des femmes à raison dans une proportion qui se situe entre 70 et 100%. Par exemple, Joe Dispenza, ses ateliers sont fréquentés, quand je l'ai entendu le dire, ça a peut-être changé, ses ateliers étaient fréquentés à 95% par des femmes. Et
Ce qui est intéressant, d'abord, elles ne le savent pas et c'est important qu'elles le sachent et qu'elles se mobilisent. Et j'ai suivi ce raisonnement-ci. On impute souvent la responsabilité de la dégradation de la biosphère, de façon générale, au monde de l'industrie. Mais, par exemple, Cyril Dion, dans son petit manuel, dans son dernier bouquin, il dit oui, mais la finalité de l'industrie, c'est la consommation. Et il se trouve que le consommateur est une consommatrice. Parce que des statistiques indiquent que les femmes sont à l'origine de 80% des décisions d'achat. Donc, on ne va pas ergoter ici, hein. Ce n'est pas toujours les femmes qui paient, mais notamment dans ce qui concerne la maison, par exemple, hein, même si ce n'est pas elle qui paie, c'est elle qui inspire la décision d'achat. Et donc, les femmes ont les leviers du changement entre les mains et elles n'apparaissent pourtant pas comme des acteurs majeurs sur la scène publique. Et l'empêchement, comme je vous le disais, c'est la charge mentale. Et la charge mentale, l'idée, encore ce matin, j'ai vu un article sur le sujet, la charge mentale, non, l'idée, le fait de considérer la transition comme une charge de plus, comme une tâche de plus à accomplir, c'est lié au fait que les médias véhiculent une image de la transition qui laisse croire que la transition, ce sont des gestes. Et donc, le truc le plus emblématique, c'est le zéro déchet. Donc, quand on veut se mettre au presque zéro déchet, ça implique tant de chamboulements dans son existence qu'on se dit, mais c'est pas possible, quoi. Devoir aller acheter en vrac, devoir cuisiner soi-même, etc., etc. Pour une femme qui croule sous le stress, c'est trop. Et donc, comme vous l'avez compris, en fait, ce par quoi il faut commencer, c'est principalement par soi. Il faut travailler, il faut organiser sa propre écologie sur le plan personnel et relationnel. Et c'est ce que j'ai constaté. Hein. Je vous fais part de choses que j'ai constatées. En fait, l'origine de la charge mentale, ce sont l'origine de la charge mentale provient de déséquilibres sur le plan émotionnel, relationnel et en particulier au sein du couple. C'est ça qui constitue le nœud principal. Et donc, l'amour et la présence sont essentiels parce qu'il s'agit de remettre la relation de couple sur le métier. Il faut remettre son couple sur le métier. Il faut retravailler le couple. Pour libérer du temps et de la disponibilité pour l'essentiel. Ça ne va pas que les femmes soient les domestiques. Et encore ce matin, je le lisais sous la plume d'une jeune femme. Ça ne va pas que les jeunes femmes endossent ce genre de truc. C'est pas possible. Et ce qui se passe, c'est que la majorité des femmes dépensent leur énergie dans une colère qui est compréhensible, mais cette colère les détourne de l'essentiel, de ce que nous devons faire maintenant. Et donc, moi, je vous propose qu'au lieu d'accepter de nous minimiser, d'accepter ça comme une évidence, de faire les soubrettes, y compris dans les jeunes couples, au lieu d'accepter ça, je vous propose autre chose. Nous avons subi ou nous avons accepté un formatage qui a développé chez la plupart d'entre nous des compétences de chef de projet. Ça, je ne l'ai lu nulle part. Voilà, c'est quelque chose que j'ai déduit de mes observations. En fait, les femmes, on dit les femmes sont multitâches, ça on sait bien, mais les femmes ont tellement de choses à faire, elles ont accepté d'endosser tellement de choses, de gérer tellement de choses, qu'elles sont des chefs de projet. Et donc, au lieu de nous estimer victimes de notre situation, nous pouvons aussi bien parler à notre conjoint, à nos enfants, et les responsabilités et assumer un leadership que nous n'avons jamais perçu comme tel. Les femmes ont du leadership. Les femmes font tourner la maison. Mais parce qu'elles ressentent ça comme un peu comme les mythes de Sisyphe, quoi.
parce qu'elles ressentent ça comme une malédiction, elles se posent en victimes, elles se vivent comme des victimes, alors qu'elles pourraient tout aussi bien, en préalable, en rééquilibrant, en parlant, etc., elles pourraient tout aussi bien exercer ça comme un leadership, comme une manière de repositionner les choses et de prendre une orientation positive, constructive. Voilà, je vous dis ça rapidement. Et je détaille tout ça dans mes formations, bien entendu. Alors, quelles sont les qualités requises? À mes yeux, les qualités essentielles, c'est la volonté. C'est un besoin, c'est une nécessité essentielle, la volonté. Volonté de donner du sens à sa vie, volonté d'évoluer, volonté de contribuer. Alors, j'ai peut-être, aux yeux de certaines et de certains, j'aurais peut-être l'air de donner une leçon de morale, mais ce sont des réponses qui sont demandées par les personnes. Ce sont des réponses aux sentiments de confusion qu'éprouvent beaucoup de gens. On ne s'y retrouve pas, on ne sait pas quelle direction prendre, on ne sait pas par où commencer, mais on ne sait pas par où commencer parce qu'on n'a pas d'objectif, parce qu'on n'a pas de vision, parce qu'on ne donne pas un sens à sa vie. Et en fait, les existentialistes disaient ça, hein, la vie n'a pas de sens, etc. Mais la vie a le sens qu'on lui donne, en fait. La vie a le sens, votre vie a le sens que vous lui donnez. Mettez-y de la passion et vous ne saurez plus que faire de votre temps. Donc c'est ça le truc, il faut y mettre de la passion. Et donc tout ça, c'est important et je vous le dis, vous voyez, avec ferveur et énergie, parce que de mettre de la passion dans sa vie, en fait, ça n'est pas sans conséquence sur le plan neurobiochimique. Donc autant, je vous disais, je pense tout à l'heure, hein, qu'il y a des émotions, des comportements qui nous épuisent, qui nous font vieillir, autant au contraire, la passion, le dévouement, l'empathie, l'amour, le partage, les bonnes relations, autant ça produit une activité neurobiochimique qui nous fait du bien. On sécrète de la dopamine et d'autres neurotransmetteurs qui nous mettent en joie. Donc c'est super important. Autre qualité requise, c'est d'accepter le principe de réalité. Il y a tout un discours ambiant qui nous farcit le crâne en nous faisant croire que tout est possible. Ce n'est pas le cas. C'est faux. On ne peut pas tout avoir en même temps. Il y a des choix à faire. Et donc, il y a les jeunes mamans maintenant, mais c'était mon cas, hein, je vous assure que j'étais dans ce cas-là, on est dans le désarroi et on fait tout mal parce qu'on veut tout faire à la fois. Et moi, pour me tempérer, et je le dis régulièrement maintenant aux pères en particulier, tu n'es pas là, tu es marié avec ton travail, mais tes enfants, ils seront petits une fois. Et ça, je me le suis dit à moi-même. J'ai choisi d'avoir des enfants, mes enfants seront petits une fois. Donc, il y a des choix à faire pendant que les enfants sont petits. Voilà. Sinon, pourquoi est-ce qu'on a fait des enfants? C'est une question rhétorique. Je ne vous demande pas de réponse. Et puis alors, l'autre qualité ultra, ultra importante, c'est de passer à l'action. C'est quelque chose qu'il faut faire impérativement. Donc là, je ne vais pas répéter ce que je vous ai dit tout à l'heure. Moi, je suis parfois sidérée de constater le nombre de formations, les compétences intellectuelles que certaines personnes ont, et de constater par contraste l'état de friche émotionnelle, de friche où elles en sont en matière relationnelle, en matière d'assertivité et des choses comme ça. Il faut foncer. Vous avez choisi de faire une formation, vous avez payé, foncez. Ce sont des gens les gens auprès de qui vous vous formez sont suffisamment compétents pour être crédibles et que vous leur fassiez confiance. Alors, comment vous y prendre? On passe à la partie pratique ici. Moi, si je devais recommencer à zéro, comment m'y prendrais-je pour réussir à être amoureuse de ma vie comme je le suis maintenant et comme je ne l'ai pas été pendant 32 ans, comme vous l'avez compris, hein. Donc,
je trouve ça vraiment essentiel, cette histoire. On a quand même des décennies à passer sur Terre, autant les passer dans la joie. Alors justement, je pense que le principal pour... et vous allez me dire, le principal, c'est l'état d'être. Et je vous ai demandé, je vous ai annoncé que j'allais vous dire que faire. Mais vous avez compris auparavant, d'après ce que j'ai dit auparavant, que notre état d'être, notre joie, on peut adopter toute une série de stratégies que j'enseigne par ailleurs pour être heureuse, pour se rendre heureuse, pour se faire du bien. Et donc, il faut par exemple s'efforcer de sortir de cette dualité qui consiste à aller à la salle, à aller faire du yoga, ou bien aller dans son endroit, méditer, quoi. Il faut arrêter de séparer la pratique de la méditation ou de tout ce qui nous fait plaisir, de tout ce qui nous fait du bien, et notre vie quotidienne. Parce que, par exemple, je vais aller faire ma méditation, je prends 1 heure, j'allume ma bougie, je prends mon zafu, je me mets en position du lotus, je mets ma musique, et je me sens super bien. Ben oui, puisque méditer, ça nous met en alpha, qui est l'état idéal, l'état où jaillissent le bonheur et la créativité. Et puis après, j'ai fini ma médite, et boum, je reviens dans mon quotidien, et je reprends mon stress quotidien. Et ce qu'il faut apprendre à faire, c'est à ne pas séparer la pratique, à ne pas séparer la présence du quotidien. Ce qui serait intéressant, ce qu'il y a à apprendre, c'est à parvenir, et ça s'apprend, hein. Tout apprentissage se fait avec de la répétition. On répète, on répète, on répète, et la compétence s'installe. Et donc, moi, je fais ça très, très, très fréquemment en une journée, très, très fréquemment. Je reviens à moi, boum, je reviens à moi, boum. Et je regarde le baromètre. Comment est-ce que je me sens? Je bosse trop. Il faut que j'arrête. Je vais cuisiner. Je vais au jardin. Je vais me promener. Je vais au bois. Donc, c'est très, très important d'être attentive à son état d'être. Globalement, quand je m'interroge sur comment je me sens, comment sont mes pensées, je dois aussi entretenir des pensées saines, parce que mes pensées aussi peuvent me rendre malade. Moi, mon pessimisme, mes pensées ont largement contribué à me précipiter, me maintenir dans la maladie où j'ai été. Et donc, en étant comme ça, on va progressivement, en installant ça, en installant la présence de façon aussi permanente que possible dans notre vie, ça va devenir un état d'être normal, ça va nous aider à gérer nos émotions, à tempérer nos émotions. Ça va nous aider à entrer dans quelque chose qui est de l'ordre de l'équanimité. Et ça va nous rendre plus disponibles. Si on est moins sujette à des montagnes russes émotionnelles, ça nous rend du coup plus disponibles pour notre vie. Et pour créer, pour interagir dans la sérénité. Et puis alors la deuxième étape. Donc première étape, mais ce n'est pas successif. Hein. Ça peut être... quand on parle sur un mode séquentiel, on dit les choses l'une après l'autre, mais ça peut se dérouler en même temps et ça va se dérouler en même temps. Parce que la pratique que je vous propose, que je vous suggère comme une étape importante, c'est de pratiquer le désencombrement. Donc, le désencombrement des pièces où vous vivez. Parce qu'il ne faut pas vous débarrasser de tout. Hein. Désencombrer, ce n'est pas se débarrasser. Ou pas nécessairement. Donc, vous allez faire le tri, vous allez dégager, et vous allez surtout le faire en conscience. Que ça soit une pratique de méditation quand vous le faites. Ça, c'est intéressant. Vous planifiez votre désencombrement, vous procédez progressivement au désencombrement, et pendant que vous procédez, vous ne le faites pas dans la précipitation, vous le vivez comme une expérience de méditation, et vous laissez venir les émotions. Donc, le désencombrement, c'est un nettoyage à l'extérieur et à l'intérieur. Et dans l'Académie du changement, il y a justement un très intéressant entretien avec, oh, j'ai oublié son nom,
Anne-Sophie, je ne sais plus, qui a écrit un bouquin qui s'intitule Le Nouveau Feng Shui. Et elle établit justement ce parallèle entre l'intériorité et notre intérieur. Et elle dit qu'il faut vraiment prendre le temps quand on désencombre. Il ne faut pas le faire dans la précipitation. Il faut prendre le temps pour laisser les émotions émerger et faire une catharsis à ce niveau-là aussi. Et donc, autre chose aussi, c'est faire en sorte d'être en contact avec votre élan vital, votre créativité, ce qui vous met en joie. Et donner de l'espace dans votre vie à cette partie de vous. Et là, c'est une question d'autorisation. Il y a beaucoup de gens qui, parce qu'ils sont adultes, ne se permettent plus d'exprimer l'enfant qu'ils sont toujours. Nous sommes toujours les enfants que nous avons été. Et ça a de la valeur de permettre à cet enfant de s'exprimer. Ça a de la valeur d'avoir des élans, d'avoir des élans de folie, d'y aller. Et vous n'avez pas besoin d'être conforme. Vous n'avez pas besoin de plaire. Vous avez le droit d'être singulière. Vous avez le droit d'être dingue. Si votre joie est associée à cette folie-là. Alors, au sein de la famille, point D que j'ai déjà mentionné précédemment, au sein de la famille, vous allez vous connecter, vous allez contacter vos émotions, vous allez contacter vos sensations, vos ressentis, vous allez vous... J'espère que je n'ai pas l'air trop nunuche quand je parle comme ça, mais je parle sincèrement. Vous allez vraiment contacter votre cœur pour dialoguer, oser parler, oser dire ce qu'il y a à dire, pour savourer le plaisir d'être ensemble. Parce que quand on ne parle pas, souvent quand on est en travail sur soi, quand on est dans un processus d'évolution, on évoque les 4 accords Toltec. Il y a un des 4 accords Toltec qui est vraiment important, c'est ne pas supposer. Et quand on ne dialogue pas, alors on fait vraiment le lit de la supposition. Et on se met à être parano l'un par rapport à l'autre, parce qu'on suppose ce que l'autre pense. Mais non, il faut clarifier, il faut dialoguer. On dialogue, on fait des réunions en famille. Là, je parle d'une configuration classique papa, maman, les enfants, ou bien les conjoints et les enfants. Faire confiance à l'autonomie et à l'initiative de nos proches. Notre conjoint et nos enfants aiment faire des choses, sont capables de faire des choses, ont du temps, ont des fourchettes de temps pour le faire. Donc, on se réunit, on s'organise pour que chacun s'engage, endosse des responsabilités et pour que le temps disponible soit plus équitablement réparti. Alors, il faut aussi, autre élément important, avoir le courage d'en finir avec nos habitudes néfastes, s'entourer de personnes qui nous stimulent, s'entourer de personnes qui nous stimulent et nous mettent en joie, ne pas se forcer à côtoyer des personnes toxiques. Dans vos contacts avec votre famille en particulier, la famille d'origine souvent, les frères et sœurs, ou le conjoint, ça dépend, hein, remplacez les reproches par des renforcements positifs. Remerciez. Hein, au lieu, par exemple, encore une situation banalissime, le conjoint a vidé le lave-vaisselle, il l'a peut-être fait en 18 minutes, mais il l'a fait. Eh bien, au lieu de lui faire remarquer qu'il l'a fait en 18 minutes alors que vous le faites en 3 minutes, remerciez-le. Renforcement positif. Quand on donne des renforcements positifs, ça encourage la personne à recommencer. Quand on fait un reproche, la personne est blessée et elle se dit, eh bien, la prochaine fois, tu le feras toi-même. Donc, prendre le temps de ne rien faire, vivre l'instant, être capable de s'excuser et de parler, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors voilà, j'espère. J'ai reçu énormément
de messages de votre part, vous vous êtes confié d'une façon très authentique et j'ai reçu tellement de messages que je ne pouvais pas répondre de façon précise à ce que vous m'avez dit. Mais j'espère qu'en prenant du champ comme je l'ai fait, en tenant des propos plus généraux qui en même temps s'insinuent dans tous les domaines de notre vie, j'espère que je vous ai aidé. J'espère que j'ai répondu à vos attentes et que vous avez trouvé de quoi surmonter certains de vos blocages en tout cas. Et dans quelques instants, je vais répondre à vos questions si vous en avez. Et avant cela, je vais faire deux choses. Je vous ai promis, j'espère que vous avez joué le jeu pour la prise de notes. Et donc, je vais vous mettre le lien. Alors, je vais couper le partage. Alors, Mathilde, je suis d'accord sur le fond. Bien sûr, les enfants ont besoin qu'on soit avec eux et qu'on assure une présence de qualité. Je suis en phase, mais les enfants ont aussi besoin de développer leur jeu et de créer leur propre univers. Par ailleurs, il est important de trouver le juste équilibre pour eux et pour nous. On est d'accord, Mathilde? On est d'accord. Le zéro, c'est du temps et de l'argent gagné. Le zéro déchet. Ouais, bien sûr. Mais je ne vais pas répondre, je dis bien sûr. Dans ce sens, je ne demande plus que l'on m'aide aux tâches quotidiennes, mais que chacun participe à la vie commune pour le bien de chacun et ça marche mieux. Bien entendu, il ne faut pas envisager les choses en termes d'aide, parce qu'alors tu te mets comme la personne qui est le mât de l'ensemble. Maintenant, tu vas te considérer comme le mât de l'ensemble pour prendre ton leadership et mener votre transition familiale. Là, oui. Je trie et désencombre régulièrement depuis plus de 20 ans et cela me fait un bien fou. Ça me permet de rester connecté à mon essentiel à chaque instant. C'est trop dur de se laisser aller à sa créativité. Oh Nadia, qu'est-ce que c'est que ça? Je vous rencontre dans tout ce que vous nous partagez ce soir, Patricia. Merci. Ah, Chantal, super. J'ai effectué le désencombrement et cela m'a fait beaucoup de bien. J'essaie de plus en plus de me connecter à moi-même, mais j'ai encore beaucoup de mal à exprimer mes émotions. Que c'est bon d'entendre tout cela. Merci, merci. Yeah! Merci, quelle belle soirée j'ai passée. Merci, Patricia. Et à l'action. Et les dias du diaporama que j'ai oublié de faire tourner. Non, mais elle ne devait pas tourner ici. Et de la perfection, Patricia. Tu voulais que je parle de la perfection, Claudie? Merci pour cette soirée qui me rebooste. Superbe conférence. Ça fait beaucoup de bien d'entendre tout cela. Tout me ramène de 5 à 7 ans. Je trouve, j'essaie de m'entourer, la participation. Ah, avec des enfants de 5 à 7 ans, je trouve que la participation à la maison est limitée. Oui, oui, c'est vrai. Mais en fait, il y a des tableaux qu'on trouve facilement sur Internet et qui indiquent ce que les enfants sont capables de faire à tel âge et tel âge. Donc, par exemple, des petits sont capables de mettre la main à la pâte à partir d'1 an et demi. Mais le tout, c'est d'amener ça par le jeu. Il faut jouer avec les enfants. Il faut les inclure dans la vie familiale en passant par le jeu. Alors, oh, il y a quelqu'un qui a son truc ouvert, son micro allumé. Alors, je vais vous donner le lien pour poster vos notes et je permettrai aussi aux personnes qui écoutent en replay, je leur permettrai aussi de poster leurs notes pour avoir ces 45 minutes avec moi de coaching. Voilà, je vous envoie le lien pour que vous... Je suis parvenue au bout de 5 minutes, pour que vous puissiez m'envoyer. Donc, vous cliquez sur ce lien et vous pourrez poster la photo de vos notes. Et je permettrai aux personnes qui regardent
l'atelier en replay de le faire. Et maintenant, pour les personnes qui ont envie d'aller plus loin, avant de passer aux questions, j'aurais voulu vous dire ceci, c'est que il y a toujours des participants qui me demandent, hein, il y a des questions qu'on me pose là, si, si on peut aller plus loin avec moi, si je fais l'accompagnant, si je fais du coaching. Eh bien, si c'est votre cas, j'ai une opportunité pour vous. Je vais revenir au partage d'écran, du coup, puisqu'on me demandait. J'ai perdu mon PowerPoint. Le voilà. Hop. Le concours de prise de notes. Et je voulais vous parler de l'Académie du changement. Je voulais vous donner la possibilité de rejoindre l'Académie du changement si vous le souhaitez. Parce qu'il y a des gens, je sais bien, les personnes qui sont restées là jusqu'à la fin, vous êtes certainement très très motivés, vous avez sûrement envie de vous engager plus sérieusement. Et donc, je voudrais bien vous donner la possibilité, et donc je ne vais pas refaire le détail parce que je vois que vous êtes super super motivés. On va passer ici et je vais pas vous faire ce laïus là. Je pense que vous êtes prêts à entendre le reste. Je pense que moi je vous propose de vous embarquer avec moi pour le parcours de l'Académie du changement, qui est un parcours super sympa, qui a ceci de particulier, qu'il vous permet de rejoindre une communauté. Et ça répond à un besoin que manifestent tous les gens, toutes les personnes. C'est la question de la solitude. C'est j'y arrive pas, je vais pas jusqu'au bout, je me sens démoralisée parce que je suis pas bien entourée, j'ai besoin de soutien, je sens que je vais pas y arriver. Donc c'est la question de la solitude, et pas seulement la solitude, la question de la motivation qui ne tient pas tout le temps, tout simplement parce qu'on n'est pas dans des contextes adéquats, qu'on n'est pas entouré de personnes qui nous soutiennent dans notre effort. Et donc, moi, j'ai envie de vous proposer de vous embarquer avec moi. C'est une opportunité ce soir. Il se passe quelque chose de particulier pour un parcours d'1 an qui va vous permettre d'opérer votre bascule vers le mode de vie auquel vous aspirez. Et c'est un mode de vie qui va vous permettre d'être plus proche de vous-même, plus vrai. Vous allez prendre le temps de vous écouter et de faire ce dont vous avez besoin pour être bien. Et cela, même si vous êtes en famille, tout simplement parce que vous allez embarquer votre famille. Et donc, si vous êtes en famille, vous allez apprendre à faire le nécessaire pour que chacun s'implique dans ce projet commun d'une famille. Et au-delà de ça, pour que chacun s'implique dans ce projet commun qui est une famille en transition. Et je vais vous donner des moyens infaillibles pour libérer des espaces de temps. Des espaces de temps impressionnants que vous pourrez consacrer à l'essentiel, les relations au sein de la famille et en dehors. Parce que le vivre ensemble et l'agir ensemble, d'abord, ça rend heureux, et que ensuite, c'est de ça qu'on va avoir besoin pour l'avenir. On doit se préparer à ça. Et donc, concrètement, dans le cadre de l'Académie du changement, vous recevez de 1 à 4 contenus par semaine. La première semaine, vous recevez un contenu, le temps de prendre la température. Et elle se compose de plusieurs fils de contenu qui répondent tous à des objectifs différents. Vous recevez des plans d'action structurés. Donc, chaque semaine, vous recevez un plan d'action dans lequel je vous indique que faire, comment le faire et dans quel esprit le faire pour évoluer vers ce mode de vie résilient auquel vous aspirez. Et ça, c'est le plan d'action. Chaque semaine, vous recevez un entretien avec un professionnel du changement. Et là, ce sont les entretiens des 2 sommets, celui de 2018 et celui de 2019. Des entretiens avec des gens comme Isabelle Fignosa, Jean-Jacques Crèvecoeur, Thomas Dansbourg, Rob Hopkins, Jérémy Pichon, Jacques Ferber, Yvon Dallaire, Paul Salomon, etc. Il y en a une quantité fabuleuse. Et ce sont des gens qui sont merveilleusement inspirants et dont les propos vous ouvriront justement aux modalités de la transition et de la permaculture humaine. Alors, en plus de ces entretiens, je vous offrirai aussi
une dizaine d'interviews de femmes qui ont réussi, qui ont opéré leur transition après avoir traversé des épreuves pour la plupart d'entre elles. Et parmi les contenus, vous recevrez aussi 2 formations. La formation Les 3 mythes, qui vous permet de comprendre la charge mentale, comment ça se déroule dans notre tête, comment il se fait qu'on endosse de façon un petit peu hypnotique un certain type de mythologie qui fait qu'on se met à se comporter comme on le fait, alors que personne, en général, ne nous a demandé de le faire. C'est une formation assez légère qui se déroule en 3 semaines, celle-là, et l'autre formation est plus dense, elle s'étend sur 6 mois, et c'est la formation dont j'ai parlé, c'est la formation dans laquelle... c'est la formation que Margot a suivie, dont je vous parlais tout à l'heure. Et cette formation-là, donc, qui s'intitule « Je prends soin de moi, je prends soin du monde », vous procure énormément d'outils et d'informations pour comprendre votre contribution actuelle à l'état du monde, que faire pour reprendre votre pouvoir et passer à l'action pour vous et le vivant. Et comme elle est dense, comme je vous disais, vous la recevez à raison de 1 module par mois pendant 6 mois. Et quelle est la valeur de tout ça? Eh bien, la valeur de tout ça, de tout ce que je vous propose, elle est immense parce qu'elle brasse la quintessence des savoirs et de l'expérience de personnes réputées dans toute la francophonie et au-delà. Des personnes qui agissent sur la scène publique depuis parfois plus de 40 ans. Et ces savoirs, je les ai orchestrés pour qu'ils vous apportent un fabuleux soutien dans le travail de permaculture humaine que vous allez opérer tout au long de ce parcours. Donc, vous allez vous mettre à l'écoute de vous-même, comme je vous suggère de le faire. Mais vous allez aussi vous laisser gagner et vous laisser transformer par ce qui surgit de vous, en vous, à mesure que vous écoutez les propos inspirants de nos intervenants, entrelacés avec les actions que je vous propose. Donc, c'est un fil. C'est un fil qui va vous entraîner progressivement à épouser votre transition comme un état d'être normal, comme un mode de vie normal pour vous. Ça n'aura plus du tout la consonance d'un sacrifice, il n'y aura plus de décalage du tout. Et voilà, donc la valeur de l'académie résulte aussi de mon parcours à moi, des connaissances que j'ai accumulées, de mon parcours de vie, de l'espèce de sagesse à mon grand âge qui en est résulté. Quand même, il faut bien qu'il y ait un bénéfice. Et justement, la question suivante qu'on me pose, c'est celle du prix. C'est une excellente question. Parce que ça pourrait représenter une somme élevée. Et je pense que c'est très abordable pour la valeur de ce que je vous propose. En plus, je vous offre aussi pas mal de bonus, de bonis pour vous. Et des bonis qui vont vous aider à rester dans le flux. Donc, il va y avoir les contenus que vous recevrez, mais en plus, vous serez, comme je vous l'ai dit, dans une communauté au sein de laquelle vous pourrez entretenir des liens de sororité, d'émulation, de soutien mutuel. Vous pourrez dialoguer. Et donc, vous ferez partie d'un groupe Facebook sur lequel je vous engagerai régulièrement à poster des photos de vos progrès, de ce que vous avez fait. Là, pour l'instant, on est sur le désencombrement. On pose des photos de nos tas et de nos non-tas. Je vous proposerai aussi des challenges. Donc, l'Académie du changement est déjà en cours. Hein. Et alors aussi, nous avons régulièrement des webinaires comme aujourd'hui où on prend la température de nos progrès. Et je partage aussi des choses, des découvertes que j'ai faites. Donc, voilà. Donc, on est dans un parcours gigogne aussi parce qu'il y a aussi des bonis inclus dans la formation « Je prends soin de moi, je prends soin du monde ». Et voilà. Donc, je vais vous indiquer, je vous propose donc cette opportunité pour un montant modeste, comme je vous le disais, parce que vous êtes le deuxième groupe. Il y a eu un premier groupe qui est déjà en train. Vous êtes le deuxième groupe à qui je propose de s'embarquer dans l'aventure. Et que comme nous sommes encore en phase de test, j'accueille un maximum de 20 personnes pour cette fois-ci, en fait.
Et donc, c'est la raison pour laquelle je vous invite à prendre votre décision dans les quelques jours qui suivent. On pourra voir le replay pendant, disons, peut-être jusque lundi, mardi. Et puis, je vous inviterai à prendre votre décision maintenant ou d'ici là. Je ne vais pas vous brusquer. Hein, je ne vais pas faire ce que font les gens d'habitude. C'est maintenant ou jamais, non. Prenez le temps, mais prenez votre décision. C'est une opportunité pour vous. Et je ne sais plus. Je vous propose de vous embarquer pour un montant de, je pense que c'est 490 euros, 490 euros. J'ai aussi des témoignages à vous lire si vous voulez, mais je ne sais pas si vous voulez les entendre. Donc, je vais vous donner le lien. Et c'est 490 euros pour un an en une fois. Et parmi les questions que vous pourriez vouloir me poser, vous pourriez me dire, oui, Patricia, est-ce qu'il n'y a pas une manière différente de payer? Et donc, vous pouvez aussi le payer en abonnement mensuel, 49 euros par mois. Mais du coup, vous faites le petit calcul immédiatement. 49 euros par mois, ce n'est pas l'équivalent de 490 euros. Hein. Donc, si vous vous engagez sur le paiement de l'année entière en une fois, vous gagnez 2 mois d'abonnement. Je vais vous donner les liens. Une garantie. Donc, si vous vous engagez dans l'Académie du changement, vous avez 1 mois pour explorer l'univers de l'Académie du changement, interagir avec les personnes qui sont déjà embarquées, celles qui s'engageront avec vous. Et puis, si vous avez l'impression que ça ne vous correspond pas tout à fait, vous pourrez quitter dans le mois. Comment verrons-nous les interventions de Jacques Ferber ou Isabelle Filiosa? Sous forme de vidéo, d'échange avec vous, avec nous. En fait, vous recevez tous vos contenus. Vous avez accès à l'interface, en fait. Et c'est accessible en permanence à partir du moment où vous êtes dans l'Académie du changement. Je n'ai pas eu le temps de voir le lien pour un an. Oh, mais tu remontes dans la conversation. Ah oui, ça y est. Oui. Ça va, donc c'est Oui, ça y est, je vois. 55-66. D'accord. Ça va? Oui. Qui est-ce qui me parle là? Evelyne. Hello Evelyne. Hello. Ça y est, je vois. Tu veux me poser une question de vive voix, Evelyne? Oui, moi je veux bien poser une question. Mais pose ta question, Evelyne. C'est sur les blocages à aller de l'avant. Quelquefois, je me surprends à rester comme ça dans cette espèce de peur sûrement du changement ou peur de changer les choses dans certaines conditions. Pas tout, hein, mais quelquefois, il y a comme ça des peurs justement d'agir, voilà, donc j'imagine que c'est des peurs ancestrales. Hein, Oui, tu sais, il y a une chose, c'est que tu peux toujours aller travailler sur toi, hein, ça peut toujours se faire. Souvent, simplement en dialoguant, en faisant du coaching, en fait. Il ne faut pas toujours faire la thérapie pour dépasser ces machins-là. Et le fait de fonctionner en groupe, alors on se donne des challenges en groupe, tu vois. Par exemple, ici, on est en train de travailler sur le désencombrement. Ça n'amuse absolument personne. Donc, on s'est dit, on va se concentrer pendant 1 mois carrément sur notre bureau, sur dégager notre bureau. On est toutes des personnes. Enfin, ça va être le cas de la plupart des personnes qui ont suivi cet atelier. Hein. On est des personnes qui étudient, qui se forment, etc. Du coup, on a des montagnes de notes et des choses dont on ne veut pas se défaire. Il y en a certaines qui ont des notes depuis 40 ans. Et donc, on s'épaule mutuellement en dialoguant, en se disant, voilà, on va travailler spécifiquement là-dessus, mais on peut interpeller les autres, on peut leur demander de l'aide, on peut leur dire, voilà, je suis confrontée à cette difficulté, à ce challenge, j'ai besoin d'aide, et les autres arrivent, quoi. Tu vois? Oui, tout à fait. Oui, parce que par contre, dans d'autres domaines, je suis capable d'agir immédiatement. C'est-à-dire, dans certains domaines, j'ai décidé et là, je me lance et c'est immédiat, c'est même très rapide. Et dans d'autres, non. Dans d'autres, il y a des blocages. Donc, c'est très variable selon
selon les cas à travailler, quoi. Oui, 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 oui. Quoi, l'important, c'est d'être en travail. Hein. Oui. Merci en tout cas, Avec Patricia. plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a une question qui pourrait surgir, c'est est-ce pour moi? Est-ce que c'est pour moi? Et moi, je dirais oui, quoi qu'il arrive, comme en témoigne le cas de Margot que j'ai évoqué tout à l'heure. Hein. Il y a des personnes qui m'ont fait confiance, qui m'ont fait l'honneur de s'engager dans certaines de mes formations, alors que, a priori, elles ne pouvaient pas correspondre au profil, et qui ont été enchaînées parce que c'est transformateur. J'ai dit enchaîné, je parie. Enchanté, parce que c'est transformateur. Et donc, c'est ce que je sais qui ravit les gens aussi, c'est que je suis une personne curieuse, que je crée des raccords qui sont décoiffants, qui sont éclairants. On a souvent des prises de conscience, on se dit waouh, quel chouette raccord, quelle découverte. Et donc, disons que je suis d'une érudition et d'une curiosité qui font plaisir. Et c'est ce qui fait l'intérêt de la formation. Je prends soin de moi, je prends soin du monde, qui d'ailleurs, à elle seule, vaut, je la vends habituellement, 295 €. Vous voyez la différence avec... j'ai pas voulu entrer dans le détail du prix auquel je vends les différents éléments de ce package que constitue l'Académie du changement, mais ça vaut un joli montant. Hein. Alors, je vais clôturer. Si j'ai plus de questions là, qui est-ce qui m'interroge encore? Personne? Evelyne, tu as posé ta question. Alors, si c'est fini, je vais raccrocher. Je vais finir la réunion. Je vous dis au revoir. Le sujet de rester en contact. Ah, Nel, tu veux que je continue, toi? Le sujet de rester en contact, l'environnement social, l'environnement familial, l'environnement professionnel, l'environnement de la nature ou pas. Tout un cadre plus ou moins difficile à comprendre, les répercussions qui en résultent, les interactions qui à la fois s'entrechoquent et se bousculent, se brutalisent entre elles, savoir naviguer là-dedans. Pourriez-vous en dire quelque chose? Je vais commencer par répondre à Nel, comme c'est une petite question. Le sujet de rester en contact avec ce qui me met en joie. Comme je le disais tout à l'heure, c'est faire en sorte de cultiver ton jardin intérieur. C'est faire en sorte que la joie soit en toi. Et ça, tu peux le faire, c'est quelque chose que j'enseigne aussi. Là, je vais ici, à la fin du mois, tiens, justement, je vais relancer des ateliers de coaching sain, puisque je suis coach sain, où on découvre des pratiques d'auto-coaching, en fait, où on est capable et on cultive cette capacité de manière à pouvoir le faire facilement, hein, où on travaille à amplifier des ressources qu'on a en nous, puisque chacun de nos souvenirs qu'on garde, si on garde le souvenir, c'est parce qu'il s'accompagne d'une émotion. Et donc, on peut convoquer les émotions, les amplifier. Et c'est comme ça qu'on va rester en contact, et non seulement rester en contact, mais construire un réservoir émotionnel, un réservoir d'émotions positives. Et oui, parce qu'on n'a quand même pas besoin de constituer un réservoir d'émotions négatives. Hein. Très éclairant jusqu'au bout. Donc, utilisateur ne veut pas parler, mais je vais quand même avoir la bonté de lui répondre. L'environnement social. Hein. Savoir naviguer là-dedans, pourriez-vous en dire quelque chose? Mais c'est quasi la réponse que j'ai faite à Nel, c'est que tu dois être ton monde. Et tu pourras traverser ta vie et ce qui nous attend en général parce que tu es une ressource pour toi-même. Et tu seras une ressource pour toi-même parce que tu y travailles. Si tu étais là depuis le début, puis tu verras
tu verras le replay. Je viens de découvrir combien mon histoire était éloquente. Mais c'est tout récent. Moi, je me disais, je suis dans la transition depuis les années 70, je ne suis pas un cas représentatif, mais au contraire, ce passage au purgatoire, ce séjour au purgatoire si long que j'ai vécu, et puis ma rémission, ma résilience, prouve avec une grande amplitude qu'on peut se construire un réservoir de ressources, un réservoir de réconfort, un réservoir de joie et d'amour. On peut le construire. Je l'ai fait. Et je suppose que vous avez vu au tonus que je dégage que je suis une personne qui a des ressources en matière émotionnelle. Hein. Voilà, donc c'est ça. C'est en fait être suffisamment pleine ou plein de tes ressources, de ton amour de toi, d'amour de la vie, pour que ce qui peut affecter d'autres personnes, que tu sois capable de le gérer dans l'équanimité. C'est surtout ça. C'est être capable de gérer les situations que l'on croise. Parce que je ne suis pas à l'abri de l'adversité. Hein. J'ai des difficultés quotidiennes comme tout le monde. Hein. Mais je ne suis pas sujette à des montagnes russes émotionnelles. Mais vraiment pas. Ça ne m'arrive pas, ça ne m'arrive plus. Alors que comme j'étais hypersensible, mais ça m'arrivait de passer par des états mais absolument délirants hein, quand j'étais plus jeune. Voilà. Patricia, je n'ai pas de compte Facebook et il semblerait qu'il en faille un pour vous envoyer les photos des notes. Est-ce qu'il est possible de vous les envoyer par email? Mais oui, Anne-Sophie, tu as reçu plein d'emails de moi. Donc, tu me les envoies à l'adresse que tu connais, patricia@tribu-zen.com et moi, je les posterai sur la page Facebook. Comme ça, les gens qui viennent pourront mettre un like sur ta photo aussi. Ça va, Anne-Sophie? C'est encore vague, car c'est nouveau, mais merci, je vais essayer. Oui, Nel. Ça, tu vois, quand on apprend quelque chose, on n'est jamais une star au début, quoi. Sauf quand on est Mozart ou bien hein, quand on est un génie qui fait du channeling, mais à part ça, voilà, donc on doit passer par une phase d'apprentissage, une phase de familiarisation. Moi, ce que je suis capable de faire maintenant, ben, ça fait pas des années. Je viens de vous dire que ça faisait 4 ans. Et en plus, je viens de vous dire que la révélation que je vous ai faite à mon sujet, au sujet de cette maladie, c'est un scoop. Je viens de vous le révéler aujourd'hui parce que j'ai eu la révélation moi-même de ce que cette maladie avait été emblématique. Mais je t'en prie, utilisateur. Moi, je ne vois qu'une chose pour toi, que tu t'embarques dans l'Académie du changement, hein, qu'on fasse du chemin ensemble. Parce que l'idée, c'est d'y travailler régulièrement. D'ailleurs, le mot travail n'est pas bienvenu. Donc, l'idée, c'est d'y œuvrer régulièrement. Il faut nous considérer comme une œuvre à laquelle nous contribuons chaque jour. Tous les jours, exactement, Nel, tous les jours et même plusieurs fois par jour. C'est petit, Nel. Tu sais, parmi mes profs, j'ai eu Daniel Audier, prof de tantra. Et dans le tantra, il y a des pratiques de méditation. Hein. Et par rapport à, par exemple, la pleine conscience que moi j'ai fait la formation à la pleine conscience, j'ai trouvé ça extrêmement laborieux. Et Daniel Audier, il disait, si vous pouviez si vous pouviez une vingtaine de fois par jour, ne serait-ce que être en présence pendant 20 secondes. Quelques secondes. Tu t'entraînes, c'est de l'entraînement. Être là. Être là. Bon, les petits amis, je vois qu'il y en a que ça passionne. Non, mais j'ai entendu des chouettes retours et ce que tu me dis m'y fait penser. Oui, mais je vois qu'il bonifie.
Je ne l'aimais pas il y a quelques années et maintenant, je le trouve intéressant, tout à fait. Oui, 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 oui. Il a dû bien travailler sur lui, lui aussi. Allez, les petits amis, je vois que la conversation pourrait durer très, très, très longtemps. Je vous remercie pour votre présence, pour votre enthousiasme. Il y a encore pas mal de gens qui sont là. Je vous remercie et je vous engage à vous engager. Je vous engage à vous engager dans le parcours de l'Académie du Changement. On est parti pour 1 an et je vous embrasse, les petits amis, les petites amies. Ciao, au revoir.